bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée de l'ICEPS Conférence. Je voudrais au nom des comités scientifiques et d'organisations vous témoigner toute notre gratitude d'être si nombreux. Nous avons dépassé les 600 participants de 7 pays différents. Il y a même des participants qui sont très très loin et en décalage horaire, donc j'espère qu'ils ne souffrent pas trop et qu'ils apprécient cet événement. Je voudrais remercier Fanny Bernardon au nom des patients. Elle a pu dire combien il était important d'arrêter cette errance thérapeutique et de chercher des nouvelles façons de mettre en œuvre des interventions non médicamenteuses, d'arrêter les essais-erreurs et peut-être d'avoir une responsabilité plus forte de la part des chercheurs, de proposer, d'évaluer ces interventions non médicamenteuses. C'est l'objet de ce congrès ICEPS conférence depuis 2011. Je voudrais également remercier les conférenciers. Hier, c'était tout à fait impressionnant de voir non seulement leur qualité, mais aussi leur diversité disciplinaire, à la fois des métiers d'origine dans lesquels ils venaient. Je pense que pour les patients, c'est quelque chose de tout à fait important de voir ces regards à la fois d'un philosophe, d'un sociologue, d'une anthropologue, de psychologue, de spécialistes de la biologie, de neurosciences, etc., etc. Je pense que ce travail-là de l'évaluation multimodale et multidisciplinaire des interventions non médicamenteuses est un élément central qui fonde le socle de ce congrès. Je voudrais également saluer les communications tout à fait impressionnantes de cliniciens hospitaliers qui ont eu le courage, comme Patrick Gignès à Montpellier ou Agnès Mazik de Sonis en Belgique, à Bruxelles en particulier, de mettre en œuvre cette pratique d'intervention non médicamenteuse dans ces services de gestion de traitement de la douleur. Je voudrais aussi saluer Pierrick Poibeau qui a monté une école et un laboratoire et une plateforme dédiée à l'évaluation de la douleur et en particulier sur le rôle des interventions non médicamenteuses. Et je voudrais dire à quel point, finalement, il est aussi important de s'intéresser à la fin de vie et à quel point l'innovation tout à fait remarquable du professeur Aubry sur sa plateforme de fin de vie voit à quel point les interventions non médicamenteuses sont tout à fait indispensables pour les personnes. Et finalement, la réflexion de cette première journée, c'est on a trop parlé peut-être d'interventions complémentaires. Je pense que ce n'est pas des thérapies complémentaires, ce sont bien des thérapeutiques supplémentaires et sur lesquelles non seulement on donne des efficacités supplémentaires en matière de qualité de vie, mais on donne également des efficacités supplémentaires en termes de durée de vie. Quelques informations pratiques sur le congrès. Certains nous ont posé des questions, donc nous avons essayé d'y répondre. La première, comment trouver les chercheurs? À la plateforme CEPS, nous avons, avec le soutien du contrat de plan État-région, développé un annuaire des chercheurs. Donc nous vous invitons, chercheurs, praticiens menant des recherches, à vous inscrire sur cette plateforme. C'est tout simple, niri.fr, et vous allez pouvoir vous enregistrer. Comme ça, vous pourrez avoir des contacts directs avec les personnes qui sont intéressées à mener des recherches et sur vos spécialités spécifiques des parcours et des catégories d'intervention non médicamenteuse. Nous avons également développé, et on nous a posé la question de ce qu'était Nicher. Nicher est un système de partage des thèses, des mémoires de master, des thèses d'État, des rapports de recherche et des diaporamas. Donc nicher.fr, vous pouvez aller voir, tout est accessible en ligne sans difficulté. On nous a également posé la question sur les web apps. Vous pouvez utiliser web app pour nous suivre. C'est une formule très très intéressante parce qu'elle permet de poser des questions directement. Vous pouvez également vous servir de YouTube. Vous pouvez également vous servir de l'application qui est dédiée au congrès et qui permet de poser des questions. Je vous invite et je vous recommande à regarder les posters et les sessions ateliers soit sur l'application, soit sur le site du congrès. Je vous invite naturellement à partager les informations sur ce congrès ICEPS Conférence sur les réseaux sociaux. Je voudrais juste vous partager deux informations assez drôles que nous avons eues hier. Quelques geeks ont trouvé le lien Internet et du congrès. Et finalement, donc la plateforme d'inscription à ce congrès étant terminée, ils ont trouvé ça tellement intéressant qu'ils nous ont demandé comment s'inscrire.
Donc encore une fois, la plateforme d'inscription est terminée. En revanche, il y a la possibilité de faire un don sur le site iceps.fr. Voilà, vous pouvez faire un don. Donc certains sont peut-être arrivés, on va dire, de façon pas très autorisée, mais si vous le souhaitez, si vous le voulez, vous avez la possibilité à la fin et pas au début de faire donc un don. Encore une fois, je crois qu'on l'a dit, mais cette organisation, c'est une plateforme universitaire collaborative. Nous ne sommes pas là pour faire des bénéfices, on n'est pas là pour faire une activité lucrative. La plateforme est là pour améliorer, pour accélérer la recherche, l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Rien de plus et rien de moins, évidemment. Le programme de la journée. La session de l'après-midi sera animée par le docteur Gérald Kerziek, qui est évidemment un médecin très connu et reconnu. Il est médecin urgentiste, il travaille notamment pour TF1, pour LCI, pour Doctissimo. Je tiens à signaler que cette conférence qui va démarrer à 15h tout à l'heure sera également retransmise sur Facebook Live. Donc comme je ne suis pas un grand spécialiste, je vais noter précisément. Donc vous pourrez retrouver gratuitement cette session sur facebook.com/iceps.fr. Donc elle sera diffusée en parallèle de l'autre diffusion, c'est-à-dire de la diffusion classique sur YouTube pour celles et ceux qui nous suivent. Je laisserai en fin de matinée le docteur Laurent Chevalier, médecin au CHU de Montpellier à la clinique de Clémenville, spécialiste de nutrition des plantes, auteur de nombreux ouvrages sur les INM, d'intervenir et évidemment vous verrez à quel point il a des choses à dire sur ces questions-là. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Je vous propose de démarrer par le premier intervenant de la matinée. Il s'appelle David Durand, il est doctorant à l'université Paul Valéry. Il a fait un travail absolument impressionnant sur l'écoute des malades, notamment à travers donc des malades du cancer. David, c'est à toi. Très bien, merci Grégory. Alors, je vais vous présenter l'avancée du travail qu'on a fait, Regard croisé, INM, douleur et cancer. Donc, bon, je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt. Au niveau du contexte, en partant démarrer par les soins de support, c'est une approche qui est intéressante. Les soins de support qui permettent à la fois de faire face aux effets secondaires des traitements, mais aussi à la souffrance qui peut être liée à la maladie. Simplement, ces soins de support peuvent se montrer insuffisants, soit parce qu'ils sont limités dans le temps, soit parce que les patients n'en ont pas nécessairement connaissance. Donc ça fait une porte d'entrée des INM. Alors les soins de support sont inclus dans les INM, mais les INM sont plus larges. Alors, le fil rouge de notre recherche, c'est que peuvent nous apprendre les patients sur l'impact des INM. Au niveau de la méthodologie, donc on a fait un focus group sur la table ronde La démocratie sanitaire et l'usage des INM dans le cancer, qui a eu lieu au Congrès international ICEPS 2019. Il y a un questionnement qui s'est fait autour de la douleur, de la souffrance, de l'écoute et le regard. C'est un petit peu les mots-clés de notre recherche. Sur la préparation de la table ronde, donc il y a eu une phase pré-test qui a servi à définir la population. On a choisi 9 personnes, donc il y a eu 8 femmes et 1 homme. Ces 9 personnes par rapport à cette saturation des données. Et cette phase pré-test nous a servi également à établir un questionnaire et à centrer les intervenants sur notre thématique. Sur le déroulement de la table ronde, ils avaient 5 à 10 minutes pour s'exprimer. En réalité, ils en ont plutôt pris 5 à 20. Et avec l'accord des participants, on a enregistré toutes les interventions. Alors, le but de cet enregistrement, c'est pour par la suite créer une vidéo qui serait à destination à la fois des professionnels de santé en cancérologie et aussi des étudiants pour les sensibiliser aux différentes problématiques. Il y aurait cette vidéo, ça serait les temps forts de la table ronde, les temps forts bien sûr centrés sur nos thématiques, avec des interventions de professionnels. Vous allez en voir un échantillon dans pas très longtemps. Et voilà, on a produit une analyse des verbatim. Sur l'analyse des verbatim, par rapport aux verbatim recueillis lors de la table ronde, donc on a extrait trois rubriques, la douleur et le corps, la souffrance psychique, l'écoute et le regard.
Donc au niveau du rôle des INM, ça sera les rubriques que vous verrez lors de la vidéo. Les INM face à la douleur physique, les INM face à la souffrance psychique, l'écoute et le regard et la réaction d'un médecin. Donc on va pouvoir lancer la vidéo. Mais ça m'a permis de retrouver une qualité de vie. Je pouvais retrouver ma vie avant. J'ai eu l'impression de me battre toute seule. Et c'est vrai que ces soins non médicamenteux m'ont vraiment fait passer le cap. La plus belle chose qui m'est arrivée, c'est l'acupuncture qui me l'a apporté, parce que je n'ai eu ni nausée, ni vomissement, ni afte, sauf une fois où l'acupuncteur est parti aux États-Unis et là, paf, j'ai eu un âge, c'était intéressant comme truc. C'est pas la peine de faire une étude, là c'était parfait. J'ai fait du sport, un sport dont le maître mot, c'est sortir de sa zone de confort. J'ai levé un peu le pied en nombre de séances, mais vraiment, je peux dire qu'après une séance, même soutenue, enfin une séance soutenue comme j'avais l'habitude, franchement, on est bien. Et puis dans les jours qui suivent, on mange mieux, on dort mieux, on est réveillé. Malgré tout, j'ai pu participer à des soins de sophrologie qui m'ont permis de gérer certaines de mes douleurs, parce que malheureusement j'ai énormément souffert pendant presque 3 ans et j'ai tout essayé, tous les médicaments possibles sur la place. J'ai même testé des molécules, enfin bon, les douleurs étaient implacables. Donc la sophrologie m'a permis de passer outre certaines douleurs, atténuer certaines douleurs, puis des fois trouver à me mettre dans ma petite bulle. J'ai eu une récidive en 2018 au niveau osseux, donc cimentoplastie, on me rafistole un peu de partout au niveau des os, donc des douleurs qui sont toujours là. Donc le yoga, ça aide à s'assouplir, ça aide à se détendre musculairement. Voilà, je dirais que les médecins devraient prescrire du yoga. Mais j'ai fait de l'escrime aussi. Donc l'escrime, c'est très bien pour la rééducation de l'épaule. Donc pareil, j'y suis allée un petit peu Je me suis dit, bon, ça va pas me faire de mal. Et puis de séance en séance, j'ai repris de la mobilité sans m'en rendre compte. Heureusement, avec mon association, j'avais lancé des activités comme la sophrologie. On avait fait du théâtre aussi, on a fait de la relaxation. Donc c'est grâce à ce que j'avais appris avec mon association que j'ai pu mettre en place des choses personnelles. On me parle juste de l'association Étincelle au départ, qui est une association qui propose des soins de support multiples. Donc je m'y rends sans trop savoir à quoi m'attendre et on me propose tout un tas de choses. Donc ça passe par du sport, des ateliers de cuisine, du bien-être avec des massages, des soins esthétiques. Voilà. Donc ça m'aide psychologiquement parce que je sors de chez moi. Je ne suis pas là chez moi à ruminer toute seule dans ma maison à cette peur qui est là. J'ai eu aussi affaire à une psychothérapeute qui m'a aidé vraiment à passer le cap parce qu'en plus, la double mastectomie, c'est pas anodin. On perd tout, on n'est plus une femme, on n'a plus de sexualité, on n'a plus d'image corporelle qui nous correspond, on n'est plus mère parce moi j'ai allaité mes 5 enfants. Il me manquait quelque chose d'essentiel. Je suis sentie vraiment seule dans ma maladie. Donc j'ai fait appel à la microkiné qui, heureusement, c'est une personne très humaine et qui a pris beaucoup de temps, qui est venue chaque semaine pendant toute mon hospitalisation me faire des séances de microkiné. Je suis passée par la séance tatouage. Je me suis fait tatouer entièrement tout le torse pour pouvoir me regarder dans la glace. Parce que tous les matins je pleurais. Parce que j'avais 2 barres, parce que je ressemblais plus à rien.
Et que le jour où je suis passée entre les mains de ma tatoueuse, et bien, j'ai recommencé à me regarder, j'ai recommencé à me redresser, et puis voilà. Donc il y a une psychothérapeute qui est venue, qui s'est présentée, qui m'a dit qu'elle était à ma disposition et qui est partie. J'aurais bien aimé qu'elle s'assied sur le bord de mon lit, mais je n'ai jamais osé lui dire que j'aimerais lui parler. Quand je voyais mes oncologues, ils ne me regardaient même pas dans les yeux tellement la situation était critique. Donc c'était pas facile. Et puis j'avais une oncologue un peu brute de fonderie, on va dire. Excellente très compétente dans sa pratique médicale. Mais alors est-ce que c'est pour se protéger ou pas, sans réellement d'empathie. Si les médecins n'ont pas leur humanité, ils n'ont plus aucun intérêt. On scie la branche sur laquelle on est assis. C'est notre seule spécificité. C'est notre humanité avec les gens. Voilà, donc au niveau des INM utilisés, j'ai simplement recensé les INM de la manière dont ça a été cité. Je vais énoncer les principales. Donc il y a les associations, l'homéopathie, visite bénévole et l'activité physique. Bon, j'ai simplement recensé quand elles ont été citées au minimum 2 fois, sinon le tableau serait un peu illisible pour la présentation. Petit mot hein, sur l'homéopathie, évidemment, ce n'est pas considéré comme une INM parce que c'est un médicament. Simplement, ici, ce qui nous intéressera, ça sera plutôt l'acte médical. Et au niveau des associations, bon, ce sont des groupes, donc pas des INM. Cependant, ils offrent à la fois les visites de bénévoles, les groupes de parole, mais aussi ils offrent un espace d'accueil pour les patients. Donc on les prendra dans ce sens. Alors, sur le cadre théorique qu'on va utiliser, je vais simplement démarrer par ça avant d'évoquer les résultats. Donc la douleur est à distinguer du stimuli nocif. Ça, c'est quelque chose qui a quand même beaucoup été dit, hein, l'aspect subjectif de la douleur, dans le sens où, pour qu'il y ait douleur, il faut qu'il y ait un renversement qualitatif qui se fait. Il faut qu'il y ait une présence d'une souffrance. On le voit, par exemple, dans l'accouchement, où certaines femmes refusent d'atténuer leur douleur parce que symboliquement, il y a quelque chose qui les tient dans cet acte, alors que, par exemple, sur un accident, c'est quand même beaucoup plus rare que ça arrive. Donc la douleur implique une notion de souffrance, mais dans le sens inverse, c'est tout aussi juste. Il est difficile de concevoir une souffrance qui n'ait pas d'impact douloureux sur le corps. Le Breton, pour distinguer malgré tout les deux, a dit que la souffrance est le sens que l'on met à la douleur. Au niveau de l'écoute et le regard, qui sont quand même très importants en cancérologie, alors le regard est à prendre dans un sens de regard réflexif. Ça évoque le stade du miroir de Lacan, dans le sens où, à travers le regard, on arrive à avoir une information sur soi. Le regard est à distinguer de la vision. Voilà. Par exemple, une patiente qui dit qu'elle sait qu'elle a un cancer parce que les oncologues ne la regardent pas dans les yeux. Voilà, elle a une information grâce au regard. Sur le plan de l'écoute, bon, c'est quelque chose qui n'est pas si intuitif que ça. L'écoute, on peut la caractériser comme celle de la souffrance du sujet, en tout cas dans ce cadre. Ça implique aussi à faire en sorte que d'écouter le sujet sans le couper, ne serait-ce que pour le rassurer dans sa souffrance. Alors sur les INM, sur la douleur physique, alors le cancer est potentiellement traumatisant, ce qui fait que ça accroît les besoins psychiques, et on s'aperçoit que les INM sur la douleur, sur l'activité motrice, a des effets bénéfiques. Ce qui est intéressant, c'est que de la manière dont c'est recensé, les approches médicales classiques ne fonctionnent, n'ont pas fonctionné, et les INM ont réussi comme palliatif. Donc,
les INM apparaissent comme un bon partenaire aux médicaments antidouleurs. Alors au niveau de la souffrance, qui est liée aussi à cette notion de douleur, on s'aperçoit que les INM sont un bon palliatif à ce sentiment de déshumanisation. Les participants, les intervenants à la table ronde avaient ou ont cette sensation en oncologie de n'être qu'un numéro, parce que le service soignant n'est soit pas formé, soit n'a tout simplement pas le temps de s'occuper d'eux. Les praticiens d'INM, eux, ils ont ce temps. Et avec cette approche holistique qui est dans les INM, qui est souvent héritée des approches orientales, ils appliquent un soin qui est en conséquence des sujets. Ce qui fait que ces sujets deviennent acteurs de leur santé et pas seulement objets de soins. Leur discours, ce qu'ils présentent en tout cas, influence directement le soin. Alors, sur l'écoute et le regard face à la douleur des patients, alors il y a évidemment un manque de care, donc le care qui est le soin, qui est constaté, le care qui a distingué de la cure, qui est la guérison. Enfin le traitement en tout cas, donc un manque de care qui est constaté, une défaillance dans l'écoute et le regard qui donne la sensation de non-existence et non-consistance dans la rencontre. Ce n'est pas eux qui sont vus, c'est leur cancer du foie, c'est la spécialité en tout cas du soignant. Il y a, grâce aux INM, une potentialité de retour à cette dignité humaine. Je la nomme comme ça, on peut parler de sortie de crise, tout simplement. Par exemple, avec cette femme qui a fini par se faire tatouer le torse parce qu'elle pleurait devant sa glace à cause de sa double mastectomie. Et visiblement, le fait de se faire tatouer a suffi comme substitut symbolique de cette absence, ce qui lui a permis de retrouver sa place de femme et de mère. Et c'est bien sûr comme ça, c'est elle qui le pose comme ça. Alors pour conclure, je dirais que à la fois notre méthodologie, mais aussi les résultats qu'on a, montrent qu'il faut redonner une place au dialogue des patients. Les INM, l'intégration des INM sont un enjeu sanitaire parce qu'ils sont déjà utilisés, parce qu'actuellement, les patients, pour faire appel aux INM, assez loin de la rigueur institutionnelle, ils vont sur des sites internet, sur des sites promotionnels, ils vont sur des forums de discussion, ils ne sont pas à l'abri d'arnaques, évidemment, dans l'état qui est le leur. Et oui, je finirai quand même avec cette question du soin idéal qui est revenue quelquefois de différentes manières, qui est une alliance dans la prise en charge entre le cure et le care. Parce qu'ils sont divisés actuellement entre les INM et les oncologues, sachant que l'oncologie peut se montrer déjà assez divisée, ce qui fait que les patients ont à eux-mêmes penser leur prise en charge globale. Les INM et l'oncologie ne sont pas des services qui sont complètement indépendants, dans le sens où les INM peuvent influencer l'oncologie, et l'inverse est également vrai, dans le bon et dans le mauvais sens. Donc il y a ce désir de prise en charge globale. Donc je finirai quand même par remercier tous les participants, Isabelle Boulselonnet, Maggie Del Rio, Céline Gauthier et moi-même, nous constituons ce groupe de réflexion. Merci beaucoup David Durand. En attendant les questions des internautes, je vais peut-être poser la première question. Est-ce que l'apport des pratiques et des méthodologies qualitatives sont véritablement une façon d'aller plus loin dans le vécu des personnes et de mettre vraiment en avant leur vécu? Est-ce que ces méthodologies n'ont pas à être presque généralisées? Vous l'avez fait dans le cadre du cancer. Est-ce que ça ne devrait pas être plus généralisé dans d'autres pathologies, ces méthodes? C'est une bonne question. Je pense que ça devrait être généralisé dans les cliniques de crise au minimum. À moins qu'on considère qu'il y ait des cliniques où la médecine, ce qui est mis en place est déjà suffisant, je pense que si les approches qualitatives en complément des approches quantitatives, parce qu'elles sont malgré tout très importantes, mais oui, devraient être généralisées.
Et vous avez employé un mot très original, partenaire. Oui. Et partenaire, ça fait quasiment penser que 1 + 1 peut faire 3 et que finalement le cure va bien avec le care Oui. et qu'on est bien dans une logique de complémentarité, mais même de, je ne sais pas si c'est un terme très français, mais en tout cas de supplémentaire, un supplément d'âme finalement sur ces pratiques. On a l'impression que c'est ce qui ressort de votre travail. Oui, bien sûr. Bah, ça peut pas être un 1 + 1, enfin ça peut pas être deux choses qui sont distinctes. C'est quelque chose qui est quand même lourd à porter pour les patients. Le fait d'eux-mêmes avoir d'un côté les INM et d'un autre côté l'oncologie, on sent que c'est lourd à porter. Donc oui, cette union, il faut que ce soit dans quelque chose qui est supplémentaire. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais quelque chose qui est supplémentaire à ça, qui ne peut pas être dans un soin idéal, avec toute l'ambivalence que le mot idéal présente, qui ne peut pas être séparé. Donc c'est un supplément d'âme, un supplément de dignité humaine. Oui, voilà. Important, c'est quasiment un supplément de dignité humaine. Oui. Et donc dans une profonde humanité. Et dans le récit, c'est aussi les limites des méthodes qualitatives, mais on voit apparaître dans votre liste des pratiques professionnelles et des métiers, donc esthéticienne. On voit apparaître des visites bénévoles. On a l'impression ce sont des familles ou des pères, des personnes. C'est les associations qui, les anciens patients. Ok, les anciens patients et psychothérapie qui est une large palette de méthodes. Donc on sent, il y a même sport, rugby. On sent que pour l'instant, en tout cas, les mots sont pas encore bien décrits ou bien. Comment vous le pensez et comment vous pensez l'avenir en tout cas de ces pratiques dans la catégorisation en tout cas. Dans la catégorisation, après c'est vrai que nous, vu qu'on est parti par rapport au discours des patients, c'est vrai que c'est un discours qui est très profane, ne serait-ce que dans leur explication des INM, ils s'approprient les choses à leur manière. Donc c'est vrai que c'est difficile dans ce sens de penser une catégorisation, dans le sens où il faudrait prévoir une catégorisation par personne. À la limite, ce qui peut être intéressant pour penser cette catégorisation, ça aurait été, bon là c'était pas le but, mais ça aurait été de voir plus en profondeur avec eux pour voir dans quelle classe on aurait pu les mettre. Qu'est-ce qu'ils entendaient par sport, qu'est-ce qu'ils entendaient pour arriver à les caractériser. Parce qu'en effet, on a deux voies, la singularité de ces pratiques et quasiment l'interprétation individuelle de ces pratiques. Ils en font leur pratique. Fanny Bernardon, hier, a fait un témoignage en disant « J'ai construit mon protocole moi-même, finalement, j'ai bricolé et ça devient mes mots à moi et mes pratiques à moi que je ne peux quasiment pas recommander. » Mais de l'autre côté, du point de vue du chercheur, entre guillemets, qui essaye de voir des répétitions, de bien voir sûr. des similitudes, de voir quelque chose d'un petit peu plus pour demain pour recommander, on est quasiment dans quelque chose entre la singularité et la généralisation. Comment arriver à trouver, de votre point de vue de psychologue, justement une position peut-être intermédiaire? Y a-t-il une position intermédiaire ou est-ce qu'il faut que les patients continuent à utiliser leurs mots, simplement leurs mots à eux, et peu importe finalement la manière dont ils vont pratiquer, mais c'est leurs mots à eux et ça fait sens pour eux. Ou au contraire, il faut aussi que les chercheurs, et peut-être que la réglementation passe par là, pour donner un petit peu plus de cadre. Parce qu'effectivement, entre rugby, sport, on est dans des catégories qui sont vraiment différentes. Oui, c'est vrai que nous, on a un petit peu pensé les choses à l'envers, dans le sens où on a cherché à voir directement ce qui a fonctionné et on a essayé de comprendre pourquoi ça a fonctionné. On était plus dans cette chose, donc on aura du mal, nous, à prescrire tel INM ou une autre. Après, ce qui est intéressant par rapport à ça, enfin, moi, la vision que j'en ai, qui est pas, qui est ce qu'elle est, c'est que je me dis que ce qui peut être intéressant dans les INM, c'est plutôt de privilégier une approche qui serait
une approche qui serait aussi privilégiée, une approche qui serait empirique. Aussi penser à ça. C'est-à-dire les médecins qui connaissent simplement des praticiens INM avec qui ça a pu fonctionner avec certains patients, c'est plus de ce type. Mais je pense que les deux sont importants. Il faut à la fois voir ce qui fonctionne en termes d'INM, mais aussi voir cet aspect. Et le fait évidemment que les patients puissent garder un discours profane, pour moi, ça reste essentiel dans le travail de leur maladie. Mais c'est indépendant de la science. C'est deux choses qui sont indépendantes. Deux questions liées au dispositif que vous avez mis en place pour recueillir des données. Souvent, les approches qualitatives sont individuelles, ou plutôt face à face. Oui. On va être dans l'intime, on va être dans une posture de recherche sur laquelle on peut enregistrer potentiellement. Là, vous vous êtes passé dans une catégorie qui est un petit peu autre, qui est le groupe. Et donc, y a-t-il eu des réticences, des difficultés? Donc ça, c'est ma première question. Est-ce que vraiment, il n'y avait qu'une personne qui parlait, ou est-ce que c'était fluide et vous avez eu un recueil de données et donc moins de contagion avec des choses tout à fait intéressantes qui pourraient presque ne pas sortir dans les entretiens individuels. Donc quel est l'apport de ce travail de recherche en groupe? Et peut-être une deuxième question après sur des internautes ou des participants au congrès qui pourraient se poser des questions sur le fait de filmer un groupe piloté par des psychologues, chercheurs comme vous. Est-ce que finalement, il y a eu des doutes après en disant non, finalement, je ne veux pas que cette vidéo sorte, sachant que vous avez pu aussi la partager sur YouTube pour dire regardez, il y a des choses. Est-ce que cette deuxième problématique de ce que j'en fais au-delà de la recherche, est-ce que quand je le partage, a aussi un sens et qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, sur cette deuxième question, je pense qu'il y a un apport par rapport au fait qu'ils soient filmés, parce qu'ils ont un témoignage à donner, ils ont vécu quelque chose qui était difficile. Alors, je tiens quand même à dire qu'ils avaient un discours qui était quand même plutôt, enfin, ils disaient qu'ils étaient quand même contents d'avoir rencontré les oncologues, d'être pris dans ça. Ils sont pas dans ce rejet, en tout cas de manière générale, mais ils ont quand même un témoignage à apporter. Ils sont vraiment contents de le faire. Donc le fait d'être filmé, je pense au contraire que c'est un cachet supplémentaire. Plus que quelque chose qui pourrait être une réticence, ils ont un témoignage et ils veulent le donner. Alors sur l'intérêt de ce focus group, c'est vrai que c'est quand même sur des temps assez courts, c'est des interventions de 5 à 20 minutes, donc on n'est pas sur des études de cas. Ce qui a pu être riche par rapport à ça, c'est qu'on a quand même pu voir un panel assez large de personnes. D'un point de vue méthodologique, ce que j'ai trouvé assez rapidement très intéressant, c'est qu'une personne qui en passe par le tatouage, qui en passe par l'homéopathie, qui en passe par l'acupuncture, le sport, par des choses qui semblent n'avoir strictement rien à voir, arrive à atteindre ce point commun qui est cette sortie de crise, ce que j'ai appelé là le retour de la dignité. Et c'est vrai que sur une approche individuelle, ça ne me serait pas nécessairement sauté aux yeux. On aurait pu penser, tiens, peut-être que c'est telle pratique qui permet ça, alors que là, dans la direction qu'on prend, c'est une relation, c'est un type de relation thérapeutique qui semble convenir. Une dernière question autour de l'après-cancer. C'est vrai que vous avez beaucoup insisté sur la période de traitement, donc on va dire les INM qui vont être adaptés pendant les traitements. Les progrès thérapeutiques sont très conséquents dans l'oncologie et la question est le après. Est-ce que finalement, une fois que les traitements sont passés et que les INM ont été utilisés, on ferme la porte, tout va bien et il n'y a plus rien, ou au contraire, il y a des pratiques qui continuent, il y a des contacts sociaux. Quelles sont les modalités ensuite ? Oui, c'est pas les retours qu'on a qu'une fois que la guérison... Il y a la guérison qui se fait sur un plan... sur le plan du corps, on va dire sur un plan biologique, mais il y a une guérison qui se fait sur un plan psychique. Et ces deux temps de guérison ne sont pas les mêmes. Donc il y a évidemment des dépressions qui se font à partir de la guérison, ce qui peut sembler contre-intuitif. Oui, j'ai oublié la question. Et sur le après ? Ah oui, sur l'après, pardon. Oui, donc il y a des dépressions qui peuvent se faire après. Et il y a quand même eu, dans la phase de discussion, parce que les intervenants sont
ont parlé les uns après les autres, puis après il y a eu une petite phase de discussion entre eux. Ils ont pointé le doigt sur le centre cancer, enfin voilà, sur des INM en tout cas qui sont proposés après le cancer, mais que pendant un an. Et ils disent bien que voilà, ils sont sur un processus et un an, parfois, ça n'est pas suffisant. Et on leur ferme la porte parce qu'ils ont passé ce temps et du coup, ils se retrouvent seuls face à eux-mêmes, à essayer de devoir trouver leur solution dans leur état qui est le leur à ce moment-là. Hein, s'il faut appeler aux INM, c'est qu'ils ne sont pas dans une forme suffisante. Oui, en fait, peut-être que l'oncologie dit elle a bien fait son travail, la cure, la phase de cure est terminée, mais en fait, ils sont, eux, peut-être psychologiquement dans l'idée ou dans l'état de malade chronique et sur lequel ils ont peut-être besoin de soins à long terme. Donc, très bien. Merci infiniment, David Durand, pour cette présentation.